Bienvenue à tous, je m'appelle Pascal Lotaz, je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et aujourd'hui je suis à nouveau accompagné d'un bon collègue, M. Sheng Zhang, chercheur invité non résident à l'Université Koç en Turquie. Sheng, bienvenue à nouveau. Ailey, merci d'avoir pris le temps, car nous voulons parler de l'approche de la Chine face à la guerre en Iran. Vous êtes l'un des analystes qui suivent toujours de très près la politique étrangère chinoise. La dernière fois que nous avons parlé, vous m'aviez expliqué les différentes positions en Chine concernant le génocide à Gaza. Donc, il y a 2 semaines, nous en sommes maintenant à la 3e semaine de la guerre totale entre les États-Unis, Israël et l'Iran, avec des campagnes de bombardement des deux côtés, et bien sûr l'attaque non provoquée contre l'Iran. Pourtant, lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité a été proposée la semaine dernière par les États-Unis, elle a obtenu un nombre important d'États soutenant le texte et a condamné non pas les États-Unis et Israël, mais les attaques de l'Iran contre les pays voisins du Golfe. Cette résolution a été adoptée. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible, car j'ai toujours supposé que la Chine et la Russie y opposeraient clairement leur veto. Pourtant, aucune des deux ne l'a fait. Je ne vais pas vous interroger sur la Russie, mais sur la Chine. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas opposé son veto? Oui, en fait, j'ai moi aussi été un peu surpris par ce vote. Je veux dire, personnellement, j'ai beaucoup de critiques à formuler à ce sujet, mais j'essaie simplement d'expliquer quelle a pu être la logique des diplomates chinois, ce qu'ils avaient en tête lorsqu'ils ont pris cette décision, sans pour autant la défendre moi-même. Donc la première chose, c'est que, comme nous en avons parlé la dernière fois, à propos des actions de la Chine concernant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Palestine, la Chine est souvent très prudente, on pourrait même dire parfois trop prudente, dans l'usage de son droit de veto. En général, lorsqu'elle l'utilise, cela signifie qu'elle cherche à faire passer un message. Même si vous insistez, nous allons faire échouer le plan. C'est généralement ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et en ce qui concerne spécifiquement cette résolution, il y a certaines circonstances particulières qui l'entourent. La première chose, c'est qu'elle a été essentiellement proposée et soutenue principalement par les pays du Golfe, les pays arabes du Golfe, qui ont été physiquement attaqués par les armes iraniennes au début de la guerre. Bien sûr, l'Iran a agi ainsi en représailles à l'invasion de l'Iran par les États-Unis et Israël. Mais le contexte de cette résolution particulière est que les monarchies du Golfe se sont senties attaquées et ont voulu faire avancer une initiative condamnant cette attaque. Quant aux Chinois, ils estimaient que la Chine pouvait tout à fait soutenir une condamnation de l'attaque américaine et israélienne contre l'Iran. Mais en même temps, s'ils opposent leur veto à cette résolution, ils ont le sentiment que cela reviendrait à soutenir l'attaque iranienne contre les monarchies du Golfe, ce qui diffère un peu de leur position officielle. Leur position officielle, pour l'instant, consiste essentiellement à dire que toutes les parties devraient cesser la guerre. Et bien sûr, ils rejettent davantage la faute sur les Israéliens et les Américains. Si l'on regarde la vidéo de la discussion à l'ONU lors de ce vote, on peut voir que le représentant chinois a été très clair en expliquant pourquoi il s'était abstenu, au lieu de voter en faveur de la résolution. L'argument était que tout cela avait commencé avec les bombardements américains et israéliens, l'assassinat du guide suprême iranien et la mort de civils. Les Chinois ne soutiennent donc en aucun cas la position américano-israélienne face à l'Iran. Mais en même temps, ils estiment que s'ils opposent leur veto à cette résolution particulière, cela donnerait aux pays arabes du Golfe l'impression que la Chine soutient l'attaque iranienne contre leurs installations.
Et pour l'instant, la Chine accorde encore de la valeur à son amitié avec les monarchies du Golfe. Nous pourrons en parler plus tard, se demander si la Chine devrait ressentir cela ou s'il y a matière à critique. Mais pour aujourd'hui, ce que pense le gouvernement chinois, c'est qu'il souhaite toujours maintenir une relation étroite et amicale avec les monarchies arabes du Golfe. Et c'est là un élément de contexte important. Une autre chose, c'est que les Chinois ne s'attendaient pas à ce que ce soit la seule résolution. Parce que vous savez, après cela, le 11 mars, je crois que les Russes ont proposé une autre résolution condamnant toutes les attaques contre les civils, ce qui bien sûr inclurait ce que les Israéliens et les Américains avaient fait au début de la guerre. Et la Chine a voté en sa faveur. Cette résolution visait davantage à critiquer toutes les attaques contre les civils et à exiger que toutes les parties cessent la guerre. Et si l'on regarde comment les Russes l'ont formulée, c'était très clairement une résolution visant les États-Unis. Et les Chinois ont voté pour. Mais bien sûr, cette résolution a été mise en veto par les États-Unis. Et à côté d'eux, je crois que la Lettonie a été le seul autre pays à se ranger du côté des États-Unis lors de ce vote. Ce fut donc un moment très décevant lorsque cette résolution a été rejetée. Mais je pense que les Chinois estimaient que pour maintenir une position qu'ils qualifient eux-mêmes d'équilibrée sur cette question, ils ne bloqueraient pas la condamnation de l'attaque iranienne proposée par Bahreïn. En même temps, si la Russie ou l'Iran proposaient une résolution condamnant les attaques américaines et israéliennes contre des civils, les Chinois voteraient également en faveur de celle-ci. Je pense donc que c'était la logique derrière leur décision. Petite interruption rapide, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Donc merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotaz.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Cela a beaucoup de sens. Nous ne devrions donc pas comprendre le fait de ne pas avoir opposé de veto à cette résolution comme un soutien aux États-Unis, mais plutôt comme une forme de soutien, ou du moins de non-opposition aux monarchies du Golfe. Car la Chine s'intéresse non seulement à sa relation avec l'Iran, mais aussi à sa relation avec les monarchies du Golfe. Et ce sont après tout eux qui ont demandé au Conseil de sécurité d'agir en leur nom. Puis cette résolution a été présentée. D'accord, donc cela correspond tout à fait à ce que vous m'aviez dit la dernière fois, à savoir que, tandis que les États-Unis considèrent le veto comme une prérogative royale qu'ils exercent dès qu'ils ne soutiennent pas une résolution à 100%, la Chine l'utilise de manière beaucoup plus nuancée. Mais cette fois, cela signifiait que la résolution condamnant l'Iran a été adoptée. Comment cela a-t-il été perçu en Chine? Ou bien la guerre, son déclenchement, son évolution, comment est-elle perçue en Chine d'après ce que vous pouvez observer dans les médias locaux? Oui, je pense qu'il est assez clair, dans l'ensemble, que la Chine s'attendait d'une certaine manière à ce que cette guerre éclate. Ce que ressentaient les Chinois, et nous pourrons en parler plus en détail plus tard, c'est que ces dernières années, ils pensaient que l'Iran agissait parfois avec un certain idéalisme dans de nombreuses situations, notamment dans ses relations avec les États-Unis et Israël. Les Chinois estimaient qu'un jour, et probablement assez bientôt, les États-Unis attaqueraient l'Iran. Et surtout, après les événements du 7 octobre 2023, lorsque Israël et l'Iran échangeaient déjà des tirs de missiles, ce sentiment s'est encore renforcé. À cette époque, les Chinois pensaient déjà que les États-Unis finiraient par s'en prendre à l'Iran et lanceraient une sorte d'attaque d'envergure.
Ce n'a donc pas vraiment été une surprise pour la Chine de voir cette guerre éclater. Le sentiment général parmi les civils chinois est qu'ils éprouvent une très grande sympathie envers l'Iran. Et je dirais qu'il en va de même pour le gouvernement. Au début de la guerre, en réalité, les Chinois étaient plutôt pessimistes. On pouvait le percevoir dans l'atmosphère, dans les médias et dans les commentaires des gens. Je pense que cela explique aussi pourquoi le gouvernement chinois a adopté une attitude très discrète au début du conflit. Une partie de l'atmosphère tenait au fait qu'il votait en faveur de cette humeur sous-jacente. Comme s'abstenir, ne pas faire davantage sur le plan diplomatique pour aider l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense que la Chine, en général, était un peu pessimiste quant à la manière dont l'Iran réagirait à cette guerre. Parce que vous savez, surtout depuis l'année dernière, lorsque Israël bombardait l'Iran, les Chinois estimaient qu'il était très facile pour les Israéliens d'assassiner des personnalités importantes en Iran, soit quelqu'un comme Haniyeh, membre du Politburo du Hamas, soit des dirigeants et commandants très importants des gardiens de la révolution iranienne. Ces personnes ont été assassinées très facilement l'année dernière, pendant la guerre des 12 jours, et Haniyeh a été assassiné avant la guerre des 12 jours. Mais pendant cette guerre, les Chinois ont été un peu déçus par la performance de l'Iran, se demandant pourquoi il est autant infiltré par le Mossad. Pourquoi est-il si facile d'assassiner des commandants militaires de haut rang? Peu de temps après, au début de cette année, nous avons vu des manifestations ou des émeutes, selon la manière dont on veut les qualifier, éclater dans les rues des villes iraniennes. Tous ces événements ont donné aux Chinois le sentiment, en réalité, un sentiment assez fort, qu'ils ne sont pas très optimistes quant à la capacité de l'Iran à se défendre si la guerre éclate de nouveau. Et surtout, si l'on parle de la guerre des 12 jours, les Chinois pensaient que les Iraniens continueraient peut-être à se battre un peu plus longtemps. Mais cela ne s'est pas produit. Tout s'est terminé après 12 jours. C'est pour cela qu'on l'appelle la guerre des 12 jours. Ainsi, au début de cette guerre, le gouvernement chinois, puis le public également, n'avait pas de grandes attentes envers l'Iran. Et ce n'est pas parce que les Chinois n'aiment pas l'Iran. Je dirais plutôt que c'est parce qu'ils veulent vraiment que l'Iran s'en sorte bien. Ils ont placé certaines attentes, et parfois des projections, sur l'Iran, qui ne correspondent peut-être pas à la réalité sur place. Mais malgré tout, ils pensaient que l'Iran devrait faire bien mieux. Et lorsque la guerre a commencé, ils craignaient beaucoup qu'un changement de régime puisse facilement se produire en Iran ou quelque chose de ce genre. Parce qu'au début, l'ayatollah Khamenei avait été assassiné. Les Chinois étaient donc paniqués à ce sujet. Ils se disaient « Oh, l'année dernière, tant de personnes ont été assassinées, et cette année encore, le guide suprême est assassiné. Est-ce que cela signifie que l'Iran est tellement infiltré que le régime pourrait s'effondrer? Sont-ils capables de continuer à se battre? » C'est donc là que se situait l'état d'esprit, une sorte de phase de panique. Mais comme on le voit maintenant, après 2 semaines, en réalité même dès les premiers jours, surtout après que les Iraniens ont annoncé l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, les Chinois ont remarqué que l'Iran s'en sortait en fait bien mieux qu'ils ne l'avaient imaginé. Lorsque Ali Khamenei a été assassiné, cela n'a pas empêché les représailles de l'Iran contre l'invasion américaine et israélienne. Jusqu'à présent, les Iraniens s'organisent en réalité très bien par eux-mêmes. On peut voir leur armée, leur garde révolutionnaire, agir avec une grande efficacité dans leurs représailles contre les intérêts américains dans la région. Et on ne voit pas, je dirais, de 5e colonne dans les rues de Téhéran cherchant à coopérer avec les frappes aériennes américaines ou israéliennes. En réalité, Trump et Netanyahou appelaient tous deux à cela.
Mais cela ne s'est pas produit. Dans l'ensemble, nous avons vu la vidéo de l'Assemblée iranienne et des gens manifestant dans les rues contre les États-Unis après l'assassinat de Khamenei. Elle est devenue très virale sur les réseaux sociaux chinois et les gens ont été agréablement surpris, car ils s'attendaient à ce que la mort de Khamenei fasse perdre confiance à la population dans la résistance et des choses de ce genre. Mais en réalité, ce que nous voyons, c'est que le peuple iranien descend dans les rues pour montrer son soutien à la résistance. Et nous voyons aussi que la direction iranienne les a rejoints dans les rues. On peut voir la vidéo de Pascal Lotaz et de plusieurs autres dirigeants lors de la manifestation de la journée d'Al-Quds, il y a 2 ou 3 jours, je crois. Tout cela montre la résilience de la société iranienne face à l'invasion impérialiste des États-Unis. Rien n'a davantage surpris le public chinois, je pense. Un détail important que je souhaite partager est que, durant la première semaine de la guerre, l'ambassade d'Iran à Pékin a publié une déclaration sur son compte officiel de médias sociaux indiquant qu'elle avait reçu de nombreux appels, courriels et messages de citoyens chinois ordinaires demandant comment ils pouvaient faire un don à l'Iran. L'ambassade a déclaré « Nous apprécions vos marques d'amitié, mais nous ne pouvons pas accepter l'argent. » C'est ce qu'ils ont publié. Et je pense que cela illustre vraiment la sympathie générale de la société chinoise envers l'Iran. Une situation similaire s'est produite avec les Palestiniens au cours des 2 dernières années. Pendant le génocide à Gaza, l'ambassade de Palestine en Chine a également publié un message similaire, indiquant qu'elle avait reçu de nombreux commentaires, courriels et appels demandant comment faire des dons, mais qu'elle n'acceptait pas de dons surveillés pour le moment. C'est quelque chose d'unique dans la réaction de la société chinoise envers les Palestiniens et les Iraniens. Par exemple, les Israéliens n'ont jamais eu cela. L'ambassade d'Israël à Pékin n'a jamais eu besoin de publier une déclaration disant « Nous avons tellement de gens qui veulent nous faire des dons », car en général, les gens ne souhaitent pas le faire. Je pense donc que c'est un bon exemple illustrant le sentiment général du peuple chinois. D'accord. Donc les sympathies sont très très clairement réparties. Mais l'approche du gouvernement chinois est, je dirais, plutôt difficile. Parce que d'un côté, il semble que Pékin ne veuille pas laisser l'Iran se débrouiller seul et simplement souffrir. De l'autre, c'est aussi un problème pour la Chine que la guerre ait désormais un impact sur le détroit d'Ormuz. Bien que, à ce stade, je dois préciser que nous parlons aujourd'hui lundi 16 mars, bien sûr, selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Les déclarations que nous avons des Iraniens indiquent qu'ils veulent laisser passer les navires des nations amies et ceux des pays qui remplissent certains critères. L'une des choses que nous avons lues, bien que je ne sois pas tout à fait sûr de sa véracité, puisque cela vient de Twitter, c'est que les navires transportant du pétrole échangé en yuan seraient autorisés à passer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se dit en ce moment. Avez-vous des informations plus concrètes à ce sujet? Et savez-vous quelles sont les réactions de la Chine concernant la fermeture du détroit d'Ormuz? En fait, il est fermé pour le moment, même si quelques navires semblent avoir pu passer avec le consentement de l'Iran, il faut le dire. Oui, donc comme je le disais, je pense que les Chinois s'attendaient à ce que cette guerre éclate tôt ou tard. Mais en raison de l'impact de la guerre de 12 jours l'année dernière, ils étaient au départ très pessimistes et en réalité assez inquiets à propos de l'Iran au début de ce conflit. Je pense que c'est pour cela qu'ils se montrent excessivement prudents dans leur réaction. Dans bien des cas, ils ne veulent pas, vous savez,
prendre parti et ensuite voir la situation s'effondrer. Pour la Chine, l'expérience a été qu'elle a soutenu diplomatiquement le régime d'Assad en Syrie pendant plus de 10 ans. Et la chute d'Assad a ensuite provoqué de nombreux problèmes entre la Chine et le régime de Gilani. Une honte, non? C'est une honte. Ils veulent éviter de soutenir si non-pardon. Oui, ils veulent éviter de soutenir le camp perdant. Ils ne veulent pas qu'un nouveau régime émerge et détestent automatiquement la Chine. Je pense que c'est le côté plus pragmatique de la réflexion chinoise. Et surtout, je pense que le cas d'Assad a vraiment laissé un très mauvais souvenir, voire un traumatisme pour les Chinois, parce qu'Assad était en Chine, je crois, 2 ou 3 mois avant que le régime ne s'effondre soudainement en moins de 10 jours. Les Chinois ont donc eu très peur de cela. Mais encore une fois, cette fois-ci, je pense que les Chinois ont été agréablement surpris et ont vraiment commencé à comprendre la résilience et la force nationale de l'Iran. Et je suppose que plus la résistance iranienne se prolonge, plus on peut s'attendre à ce que la Chine soit active dans son soutien. Parce qu'en ce moment, nous en sommes à la 3e semaine de la guerre. Je veux dire, je ne veux pas pointer la Chine du doigt dans cette affaire. Disons que je ne cherche pas à dire que seule la Chine a cette mentalité du genre ne pas vouloir être du côté des perdants, car même l'Occident agit de la même manière. Si l'on regarde comment l'Occident a réagi à la guerre en Ukraine, par exemple, au début, l'Occident pensait que, l'Ukraine allait probablement tomber. Donc en réalité, si l'on observe le principal soutien venu de l'Occident, je veux dire le soutien militaire à l'Ukraine, il est arrivé presque un mois après le début de la guerre. Avant cela, l'Occident hésitait, se demandant, que devons-nous faire? Devons-nous fournir ceci ou pas? Et des choses comme ça. C'est après environ un mois, lorsque le gouvernement de Kiev a montré qu'il pouvait continuer à se battre, que l'Occident a commencé à être plus favorable, notamment en fournissant des armes et des approvisionnements à Kiev. Donc, je ne dis pas que les Chinois donneraient directement des armes ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune information privilégiée à ce sujet. Mais j'ai le sentiment que si l'Iran parvient à maintenir sa résistance à ce stade, peut-être dans 3 ou 4 semaines, je veux dire, nous en sommes déjà à la 3e semaine, donc peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, ce qui ferait environ un mois, on pourrait voir le soutien diplomatique chinois à l'Iran devenir plus fort qu'il ne l'était. Autant que je sache, le commerce a toujours existé entre la Chine et l'Iran. Ce que les Chinois ont essayé de faire, c'est de renforcer économiquement l'Iran afin qu'il puisse continuer à développer ses industries de défense nationale, et ainsi de suite. Les Chinois ont toujours acheté du pétrole à l'Iran, et ce commerce a précédé la guerre. Pendant la guerre, les Chinois n'ont jamais dit qu'en raison du risque lié au conflit, ils cesseraient d'acheter du pétrole iranien. Donc, les Chinois en achètent toujours, et ils continuent aussi à vendre des produits à l'Iran. Ces ventes peuvent inclure beaucoup d'équipements techniques que les Iraniens pourraient utiliser pour fabriquer des armes ou des choses similaires. Enfin, je n'en suis pas certain. Je ne pense pas que les Chinois vendent directement des armes à l'Iran en ce moment, mais ils vendent beaucoup d'équipements liés aux industries nationales iraniennes. Certaines de ces choses pourraient être utilisées pour la guerre. Je ne sais pas si tu as vu ce que les Chinois vendent actuellement à l'Iran. C'est un peu comme un matelas pneumatique. On y pompe de l'air, il se gonfle et prend la forme d'un char, d'un hélicoptère ou quelque chose de ce genre. Des chars gonflables et des avions gonflables servant de leurre, comme des leurres gonflables.
Oui, tu peux mettre ce truc là-dedans pour obliger les États-Unis ou Israël à gaspiller leurs missiles coûteux. C'est quelque chose que les Chinois leur vendaient avant la guerre et pendant la guerre aussi. Et une autre chose, ce sont les drones. La Chine est, comme tu le sais, probablement le plus grand producteur de drones au monde et possède certaines des meilleures technologies dans ce domaine. La Chine a fourni une grande partie de cette technologie à l'Iran, avant la guerre et pendant la guerre également. Donc, je suppose que cette chose pourrait devenir de plus en plus forte à mesure que la guerre se poursuit. Et plus l'Iran montre qu'il est déterminé à lutter contre les invasions impérialistes, plus, je pense, la position chinoise sera favorable, car la Chine veut s'assurer qu'elle soutient quelqu'un qui ne se rendra pas le lendemain. Et à propos du détroit d'Ormuz, je pense qu'il est important de faire la distinction. Lorsqu'on essaie de comprendre la diplomatie chinoise, entre ce que les Chinois disent dans leur rhétorique diplomatique et ce qu'ils font réellement, qui est souvent très différent. D'accord. Je veux dire, dans la rhétorique diplomatique, il faut toujours dire de belles choses. L'Occident ne le fait pas tout le temps. Mais en diplomatie, on s'attend à ce que vous disiez des choses agréables. C'est pourquoi cela ne me surprend pas, et je suppose que cela ne surprend pas beaucoup d'autres observateurs, que les Chinois aient dit des choses comme « Oh, nous ne devrions pas bloquer le détroit d'Ormuz, c'est très important », et ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que la Chine désapprouve ce que fait l'Iran. Cela signifie simplement que les Chinois disaient cela pour deux raisons. La première, c'est pour leur propre image internationale. On ne veut pas être ceux qui disent « Oui, bloquons le pétrole » et tout le reste, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est que je pense que cela envoie en réalité un signal de pression à l'Occident. Et par l'Occident, je n'entends pas seulement l'Europe et les États-Unis, mais aussi le Japon, qui dépend fortement du pétrole du Moyen-Orient. Ce que les Chinois essayent de faire valoir, c'est « Voyez, si vous poussez l'Iran dans ses retranchements, voilà ce que les Iraniens vont faire. Ils vont bloquer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est d'une importance capitale. Et nous voulons qu'il reste ouvert, c'est ce que nous disons depuis le début. Mais les Iraniens n'y prêteront pas attention tant que les États-Unis et Israël ne mettront pas fin à leur agression contre l'Iran. Je pense donc que c'est le jeu de rhétorique diplomatique auquel la Chine se livre. En réalité, je pense que le gouvernement chinois souhaiterait que l'Iran adopte une attitude très affirmée, voire, à certains égards, un peu plus agressive dans ses actions dans la région, en défendant sa propre sécurité nationale. Tandis que la Chine et la Russie joueraient la carte diplomatique, en essayant de convaincre davantage de pays en Europe, et peut-être le Japon et la Corée du Sud, de comprendre l'importance de faire pression sur les États-Unis et Israël, si cela est possible. Je veux dire, savoir si c'est réalisable est une autre question. Mais je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent jouer le rôle diplomatique pour exercer une pression sur ces pays occidentaux, afin de diviser en quelque sorte le camp occidental, dans l'espoir que certains pays de l'Ouest puissent tenter de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils arrêtent l'invasion de l'Iran, ou quelque chose de similaire. D'accord. Donc quand les gens disaient que c'était étrange que la Chine reste un peu en retrait et laisse les choses se dérouler, et que d'autres affirmaient « Oh non, la Chine interviendra en faveur de l'Iran », en réalité, aucune de ces deux hypothèses ne correspond à ce qui se passe. Les Chinois observent cela de très très près et encouragent clairement l'Iran à en faire davantage. En revanche, ils n'ont aucun intérêt à s'impliquer directement. Mais cela doit être une période très intéressante et instructive pour la Chine, non?
Je veux dire voir à nouveau pour la deuxième fois en 4 ans après la guerre en Ukraine, jusqu'où peut aller une guerre de missiles. Et bien sûr, nous en avons déjà vu une partie pendant la guerre de 12 jours. Mais cette fois, c'est encore plus clair, car l'Iran s'en prend directement aux États-Unis dans toute la région, n'est-ce pas? Alors, penses-tu, ou as-tu lu, une quelconque analyse d'observateurs chinois sur ce que cela nous dit de la véritable force de l'armée américaine? L'armée américaine est tout sauf un tigre de papier, mais il semble qu'à présent, à la 3e semaine, elle ne soit plus ce tout-puissant Solfovent. Nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous le voulons, et nous sommes invulnérables. Non, non, non. Elle est bel et bien vulnérable. Et si l'on utilise la guerre asymétrique, ces vulnérabilités peuvent être largement exploitées. As-tu lu quelque chose sur la manière dont la Chine essaye d'en tirer des leçons? Oui, en fait, j'ai lu beaucoup d'articles et de discussions à ce sujet au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Je dirais que les Chinois n'ont pas vraiment été surpris, mais plutôt contents de voir que les États-Unis se débrouillent aussi mal en ce moment. Parce que, vous savez, ces dernières années, c'est ce que les Chinois pensaient déjà. Il y a beaucoup d'experts militaires et de chercheurs très sérieux qui se spécialisent dans ces domaines. Leur argument, c'est que le déclin du statut de superpuissance des États-Unis se produit beaucoup plus vite que prévu, très très rapidement, à l'échelle de l'histoire. Si l'on regarde les superpuissances historiques, comme la durée pendant laquelle la Grande-Bretagne a conservé ce statut, cela a duré très longtemps. Mais pour les États-Unis, je dirais que leur période la plus puissante s'étend probablement de 1991 au début des années 2000. C'était le sommet de la puissance américaine. Et aujourd'hui, nous sommes à peine à moins de 20 ans de la guerre d'Irak. Mais on peut déjà constater que les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu'ils l'étaient autrefois. Ces dernières années, les États-Unis n'ont même pas réussi à éliminer la milice Houthi lorsque la crise radicale a éclaté. Donc, le sentiment général est que oui, les États-Unis sont clairement en déclin. Et avec l'enlèvement de Maduro par les États-Unis, c'est comme si les voix pro-américaines avaient recommencé à se faire entendre, disant « Vous voyez, les États-Unis sont encore capables d'enlever des figures importantes. » Mais avec ce que les États-Unis font à l'Iran en ce moment, et la manière dont les Iraniens ripostent, je dirais de façon très efficace, cela montre à la Chine que l'analyse chinoise, selon laquelle les États-Unis sont en déclin sur le plan militaire, n'est pas un jugement erroné. C'est en réalité tout à fait exact. Et cela montre que peut-être les États-Unis sont encore capables de mener de petites opérations de type unité spéciale, comme des enlèvements à travers le monde. Mais lorsqu'ils affrontent une grande puissance, même régionale, ils ne sont plus capables de mener une guerre avec la même compétence qu'il y a 20 ans. Surtout pas de l'autre côté du globe. Je veux dire, mener une telle opération dans les Caraïbes, juste à côté de la Floride, c'est une chose, mais la faire de l'autre côté du monde, en Iran, c'en est une autre. Et bien sûr, en regardant la position de la Chine, cela te donnerait beaucoup d'éléments pour comprendre à quoi ressemblerait réellement une confrontation avec la marine américaine dans le Pacifique, non? Oui, oui. Et puis, sans même parler de la Chine et de la Russie, ces rivaux imaginaires dont les États-Unis ne cessent de parler dans le cadre de leur potentielle confrontation militaire. Mais si l'on compare la taille des États-Unis et de l'Iran, les États-Unis paraissent évidemment bien plus puissants que l'Iran. Pourtant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que même après l'assassinat de Soleimani, cela n'a pas changé la situation générale. L'Iran a démontré une capacité très efficace à riposter contre les États-Unis dans la région,
Et les États-Unis ne parviennent pas à protéger toutes ces monarchies du Golfe arabe qui sont leurs alliés là-bas. Les États-Unis ne sont pas en mesure de faire cela. Et je veux également souligner une chose. L'importance de cette guerre va être très profonde. Je dirais qu'elle a eu un impact encore plus profond que la guerre russo-ukrainienne en tant que signe pour notre avenir. Depuis le début des années 2000, il existe une sorte de norme, quelque chose dont on ne parle pas ouvertement, mais que tout le monde accepte plus ou moins, selon laquelle un troisième pays peut offrir une base aux États-Unis et que les États-Unis peuvent utiliser cette base contre un autre pays, contre leurs rivaux dans la région. Et ensuite, le pays qui accueille les États-Unis peut jouer la carte de la neutralité en disant « Oh, je suis neutre, je ne prends pas parti ». C'est simplement les États-Unis qui utilisent leur base. Et vous ne pouvez pas riposter contre moi. Et si l'on y regarde de plus près, c'est ce qui s'est passé lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, par exemple. Saddam ne pouvait pas dire « Oh, les États-Unis utilisent des bases dans les pays voisins, donc je vais frapper ces pays en représailles. » C'est pas ce qui se passait. Cela a donc établi une sorte de norme inconsciente dans les relations internationales. D'une certaine manière, on peut jouer la carte de l'innocent pendant que les États-Unis utilisent votre territoire comme base contre un autre pays. Et en ce moment, l'Iran brise cette norme. Et c'est très profond. Parce que, en agissant ainsi, tout le monde saurait qu'héberger des bases militaires américaines sur son territoire ne signifie plus que l'on peut jouer la carte de la neutralité. Et si l'on regarde comment l'Iran a riposté, il n'a pas seulement bombardé les bases américaines elles-mêmes, mais a également frappé certaines installations, des installations militaires de ces monarchies du Golfe arabique. Ainsi, inviter les États-Unis dans son pays fait de vous une cible potentielle du pays en guerre avec les États-Unis. Et je dirais que cela va offrir de nombreuses leçons importantes, espérons-le, éclairantes, pour de nombreux pays qui accueillent des bases américaines à travers le monde, en particulier en Asie de l'Est, en Europe et dans d'autres régions similaires. Et nous verrons, je veux dire, l'Iran essaie très clairement maintenant d'établir le fait que si vous hébergez des bases américaines, cela n'augmentera pas votre sécurité, cela la diminuera, car cela fera de vous une cible de facto, même si vous vous en plaignez, même si vous adoptez des résolutions du Conseil de sécurité à ce sujet. Vous resterez une cible. Donc, débarrassez-vous de ces bases. Et en réalité, ils le disent eux-mêmes. J'ai parlé avec Mohamed Marandi de l'Université de Téhéran et il a dit « Nous ne mettrons pas fin à la guerre tant que les avoirs des États-Unis ne seront pas partis et sortis de la région. » Et si les monarchies du Golfe comprennent cela et les expulsent effectivement, tant mieux. Mais même si ce n'est pas le cas, ils continueront simplement à tirer jusqu'à ce que les avoirs soient détruits ou retirés d'une autre manière. Donc, le signal est très très fort, comme Verfroth. Je me demande si cela ne fait pas retentir quelques signaux d'alarme aux Philippines et au Japon. Les Japonais ne sont historiquement pas très doués pour tirer les bonnes leçons au bon moment. Mais laissons cela de côté. J'ai moi aussi mes critiques à ce sujet. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Établir cette nouvelle norme, ou plutôt ce fait, selon lequel, si vous accueillez des bases d'une alliance militaire agressive, vous vous transformez en cible pour l'autre camp. Cela devrait être la chose la plus évidente en relations internationales, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit de la neutralité stipule que, si vous voulez revendiquer la neutralité, vous ne devez pas héberger de bases ni de soldats, et vous ne devez pas les aider à construire ou à abriter des capacités militaires, n'est-ce pas?
C'est très simple, vraiment simple. Mais celui-là semble changer maintenant. La Chine l'examine donc de très près. Y a-t-il d'autres éléments que nous devrions connaître pour interpréter les actions chinoises? Je sais par exemple que vous travaillez sur un article explorant cette relation que vous avez mentionnée au début, le fait d'être proche de l'Iran en tant que membre des BRICS, tout en maintenant en même temps des liens étroits avec les monarchies du Golfe. Oui, on peut en parler un peu. Je dirais que c'est en quelque sorte ma critique d'une limite de la politique étrangère chinoise à l'heure actuelle. Car, comme nous le savons, la politique étrangère chinoise d'aujourd'hui est façonnée par deux traditions différentes, issues de périodes distinctes. La première est la tradition maoïste de l'époque de Mao Zedong, dont l'héritage est une forme d'anti-impérialisme, en particulier anti-impérialisme américain. La seconde est la tradition dengiste, apparue après les réformes économiques de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a laissé une doctrine très intéressante, selon laquelle la diplomatie devait servir les intérêts de l'économie, et non l'inverse, n'est-ce pas? C'est ce que les Chinois font depuis environ 30 ans. Vous verrez qu'ils ont essayé de ne pas prendre parti sur la plupart des questions, sauf lorsqu'elles concernent directement la Chine elle-même. Dans les relations de la Chine avec de nombreux pays à travers le monde, il s'agit généralement de promouvoir la coopération économique et de tenter de séparer les intérêts économiques des considérations politiques. Ces deux traditions différentes influencent donc toutes deux la politique chinoise actuelle. Et bien sûr, elles se contredisent assez souvent, ce qui explique bon nombre des incohérences de la politique étrangère chinoise. Notre exemple actuel est la situation entre l'Iran et les pays du Golfe. Si l'on examine la manière dont la Chine perçoit l'Iran, on constate que l'Iran revêt une importance stratégique très particulière pour la Chine dans la région, car il s'agit, je dirais, de la seule puissance régionale capable de contester l'hégémonie des États-Unis. L'Iran, avec ses milices, le soi-disant axe de la résistance, montre qu'il est, jusqu'à présent, le seul véritable rival de la domination américaine dans la région. Et pour la Chine, c'est un point crucial. Car d'un point de vue stratégique, elle ne souhaite pas voir les États-Unis se retirer complètement du Moyen-Orient pour concentrer leur attention sur l'Asie de l'Est, ce qui exercerait une pression stratégique accrue sur la Chine. Ce que les Chinois veulent voir, c'est que les États-Unis soient accaparés dans différentes zones. L'une en Europe de l'Est, une autre en Asie de l'Est et une autre au Moyen-Orient, afin que la puissance américaine soit plus dispersée et qu'il devienne beaucoup plus facile pour des puissances régionales, voire mondiales, de briser la cage de l'endiguement américain. C'est à cela que les Chinois réfléchissent. Ainsi, l'Iran possède une importance stratégique et politique qu'aucun autre pays de la région ne détient. Et c'est quelque chose auquel la Chine réfléchit depuis un certain temps. Et cela explique en grande partie le soutien chinois à l'Iran. Je dirais que ce soutien est très concret, car si l'on ne considère que l'économie pour l'expliquer, on ne comprendrait jamais pourquoi la Chine continue d'acheter le pétrole iranien et tout le reste. Elle aurait pu arrêter depuis longtemps, comme l'a fait le Japon. Les Japonais achetaient autrefois du pétrole à l'Iran, mais ils se sont dit « Oh, nous pourrions être sanctionnés ». Alors, ils ont renoncé. Ainsi, le commerce chinois avec l'Iran n'est pas seulement une question économique, mais une décision plus politique et stratégique visant à renforcer l'Iran. En même temps, ce que la tradition dengiste a laissé dans la politique étrangère chinoise actuelle, c'est qu'une grande partie des décideurs chinois restent très concentrés sur la coopération économique. Cette manière de penser axée sur le commerce.
Et bien sûr, si l'on compare le potentiel économique de l'Iran à celui des pays du Golfe, ces derniers sont bien plus riches sur le plan commercial. On constate donc, économiquement, la Chine est plus étroitement liée aux rivaux régionaux de l'Iran, notamment les pays arabes du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi qu'à Israël avant la guerre de Gaza. Pendant la guerre de Gaza, les relations diplomatiques entre la Chine et Israël ont connu de graves difficultés. Mais de 2016 jusqu'à la guerre de Gaza, c'était la période où Netanyahou, que je qualifierais de très intelligent, a réussi à tromper les Chinois en leur faisant croire qu'ils devaient investir en Israël, ce qu'ils ont ensuite regretté. Mais pendant cette période, les Chinois ont en quelque sorte été trompés par Netanyahou, qui leur a fait croire qu'il était sûr d'investir en Israël. Il y avait donc également un commerce étroit avec Israël. Je dirais qu'il existe une contradiction ou un paradoxe dans la diplomatie chinoise au Moyen-Orient. Politiquement, la Chine est plus étroitement alignée sur l'Iran, dans ce qu'on pourrait même qualifier de relations de quasi-alliance de facto. Mais sur le plan économique, nous sommes très étroitement liés aux monarchies du Golfe, et nous l'étions aussi avec Israël. Cela a en réalité provoqué beaucoup de tensions dans les relations entre la Chine et l'Iran au cours des dernières années. L'un des plus grands points de tension a eu lieu en 2020, lorsque la Chine a accueilli ce qu'on a appelé le Conseil de coopération Chine-Golfe, qui, in 2020 there was China hosted this thing called China Gulf Cooperation Council, which was the first one housing Riyadh. C'était la première réunion organisée à Riyad. Xi Jinping s'y est rendu et a signé une déclaration dans laquelle la Chine, d'une certaine manière, reconnaissait la revendication territoriale des Émirats arabes unis sur les 3 îles, celle disputée entre l'Iran et les Émirats. Je ne sais pas ce que les Chinois avaient en tête, mais ils ont effectivement reconnu cette revendication, ce qui a provoqué une vive réaction de la part de l'Iran. L'Iran a convoqué l'ambassadeur de Chine pour protester, et le journal conservateur iranien Kayhan, dirigé par la faction la plus dure et anti-américaine, a réagi avec virulence. Son rédacteur en chef serait personnellement proche de l'ayatollah Khamenei. Et ce journal a publié une déclaration très sévère à ce sujet, interpellant littéralement Xi Jinping par son nom. Il disait « Monsieur Xi Jinping, pourquoi faites-vous cela? Si vous pensez que l'Iran n'a pas de souveraineté sur ces 3 îles, ressentiriez-vous la même chose si nous ne reconnaissions pas Taïwan comme faisant partie du territoire chinois? » Oh wow! C'était donc une déclaration très forte. Je pense que Xi Jinping a dû envoyer un envoyé spécial en Iran pour leur parler et tenter de les apaiser. Mais le problème n'a pas été résolu. En 2024, la même chose s'est reproduite à propos des 3 îles. D'une manière ou d'une autre, les Chinois ont accepté que les Émirats arabes unis les revendiquent, et cela a blessé beaucoup de sentiments nationalistes en Iran. Je dirais donc que c'est une sorte de contradiction dans l'engagement de la Chine dans la région. Et autre chose, et c'est important, c'est que la Chine, comme vous le savez, est un pays à parti unique. Le parti contrôle les armes, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les armes qui contrôlent le parti. C'est ainsi que les Chinois comprennent la politique. Ils estiment que quiconque est dans la capitale, quiconque est au gouvernement, doit être en mesure de contrôler le gouvernement. Donc, ils ont commis une erreur. Je soutiens personnellement que c'en est une. En développant des relations uniquement avec le gouvernement iranien et non avec les gardiens de la révolution. Et comme vous le savez, le gouvernement iranien est très, disons, la faction des fonctionnaires civils du gouvernement iranien. Et si l'on comprend la politique iranienne, il y a cette classe religieuse et il y a les gardiens de la révolution. Et puis,
Ils ont aussi la faction des fonctionnaires. Donc, 3 grandes factions qui coopèrent entre elles, même si elles ont souvent des opinions et des intérêts différents. Les fonctionnaires sont plutôt modérés, tandis que les gardiens de la Révolution sont plus durs dans leurs relations avec les États-Unis et l'Occident. Je dirais donc que les Chinois ont commis une erreur en entretenant des relations uniquement avec le gouvernement civil en Iran. En conséquence, les Chinois ont souvent eu l'impression que les Iraniens voulaient négocier avec les États-Unis non seulement sur la question nucléaire, mais aussi sur d'autres sujets. Et puis, les Chinois estiment que le gouvernement iranien est très modéré dans sa résistance à l'impérialisme américain dans la région. Et je dirais que cela a contribué, comme nous en avons parlé au début de l'entretien, à ce que les Chinois soient un peu trop pessimistes quant à la manière dont l'Iran réagirait à une invasion américaine. C'est parce que les personnes avec lesquelles ils sont en contact en Iran appartiennent toujours aux factions réformistes ou pro-occidentales, n'est-ce pas? Et la Chine n'a pas vraiment de lien étroit avec les gardiens de la Révolution, ni de véritable contact avec les milices pro-iraniennes dans la région. Si l'on regarde la relation de la Chine avec le Liban, elle passe toujours par le gouvernement de Beyrouth. Les Chinois n'ont pas de véritable contact. Bien sûr, il leur arrive parfois de vendre des drones ou d'autres équipements à différentes factions, mais sur le plan diplomatique, ils ne disposent pas d'un canal de communication normalisé et institutionnalisé avec ces milices pro-iraniennes, comme par exemple le Hezbollah ou les Houthis. Ils s'adressent toujours au gouvernement de fonctionnaires à Beyrouth ou au soi-disant gouvernement en exil du régime yéménite à Riyad. Ainsi, les informations qu'ils obtiennent sont très différentes de la situation réelle sur le terrain. Et je dirais que c'est un véritable problème qui continue de hanter la politique étrangère chinoise dans la région. Oui donc, comme je l'ai mentionné, j'ai écrit à ce sujet dans un article qui paraîtra bientôt dans une revue intitulée Asian Perspectives, hébergée par l'Université Johns Hopkins et éditée par le Centre d'études asiatiques de l'Université Koç en Turquie. Vous pourrez en consulter les détails une fois qu'il sera publié. Je dirais que c'est l'un des plus grands problèmes sous-jacents, ou des limites, selon la manière dont on veut l'appeler, de la diplomatie chinoise dans la région. Et si l'on comprend cela, on peut voir pourquoi la Chine utilise souvent une rhétorique diplomatique que les penseurs anti-impérialistes du monde entier ne trouvent pas forcément intéressante ni satisfaisante. Non, mais c'est très intéressant. C'est vraiment une excellente analyse. Vous savez, nous faisons souvent l'erreur d'interpréter la Chine et l'Iran à travers ce prisme libéral occidental, du type « Oh, juste une autocratie, une structure pyramidale. Et la Chine serait à 100% sous la domination de Xi Jinping, tout ce qu'il veut se réalise. Ou l'Iran serait sous l'autorité de l'ayatollah, n'est-ce pas? Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Il ne procède pas de cette manière. Et ce que vous avez exposé est très utile si l'on pense à la tradition maoïste et à celle de Deng, et à la façon dont elles sont aussi en concurrence l'une avec l'autre, tout en se déployant simultanément à travers différents organes de ces structures. Donc, tout n'est pas régi par un système unique et cohérent, d'un côté comme de l'autre. Et aussi, la difficulté pour la Chine de comprendre réellement comment fonctionne l'Iran. Comme vous venez de l'expliquer, il y a bien sûr ce défi de maintenir des relations avec tous ceux qui comptent vraiment, et même simplement d'avoir la bonne compréhension. Je veux dire, cela montre qu'on peut être des voisins très proches, membres d'un même club des BRICS, et pourtant rester des énigmes les uns pour les autres, n'est-ce pas? C'est le contexte qui semble désormais façonner leurs interactions. C'est extrêmement utile à savoir.
Peut-être juste pour conclure, quelles sont vos attentes concernant la relation sino-iranienne et peut-être aussi la relation trilatérale sino-irano-russe? Avez-vous des réflexions sur ce que vous vous attendez à voir ou à ce qui pourrait se produire dans un avenir proche? Oui, je pense, juste pour ajouter un peu à ce dont nous avons parlé, que non seulement l'Iran a différentes factions, mais la Chine aussi. Il y a des personnes d'esprit plus dangistes et d'autres d'esprit plus maoïstes. Elles existent toutes en Chine, y compris au sein du Parti communiste chinois. On constaterait, par exemple, que les gens travaillant dans les entreprises d'État chinoises, parce qu'ils font des affaires, ont souvent tendance à être davantage motivés par l'économie, dans une approche plus dangiste. Pendant ce temps, je dirais que l'armée et les cercles qui l'entourent sont plus motivés politiquement, plus politiques dans leur façon de penser, et qu'ils ont tendance à être plus pro-iraniens, tandis que ceux qui s'occupent du commerce le sont beaucoup moins. Les entreprises d'État sont celles qui réalisent la majeure partie du commerce avec l'Iran. Elles sont plutôt du côté des modérés. Et je dirais que cela a probablement donné aux Iraniens une mauvaise impression de la Chine également. De la même manière que nous disons que la faction modérée en Iran a donné à la Chine l'impression que l'Iran n'est pas si sérieux ou si anti-américain, je suppose que les factions modérées, dangistes, dont beaucoup viennent des entreprises d'État, ont pu donner aux Iraniens le sentiment que la Chine est très conciliante dans cette lutte commune contre l'hégémonie américaine dans le monde. C'est mon impression. Mais avec la guerre actuelle, je pense que nous allons voir quelque chose de très différent. Donc pour commencer, j'imagine que les Iraniens continueront à résister. En réalité, je suis plus optimiste que la plupart des gens en Chine à propos de cette question. Je pense que l'Iran va montrer au reste du monde, y compris à la Chine, qu'il est très déterminé dans cette lutte contre l'invasion américaine dans la région. Je m'attends à ce que la Chine s'en rende compte et qu'elle apporte davantage de soutien diplomatique, voire d'autres formes d'appui à l'Iran également. De plus, avec la guerre en Ukraine déjà en cours, et maintenant l'Iran acculé, alors que ce nouveau conflit commence, il n'y a vraiment plus personne pour relâcher la pression sur la Chine. Vous voyez? Ce n'est donc qu'une question de temps avant que les Chinois n'aient eux aussi le sentiment d'être acculés, d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air du genre « D'accord, on sera probablement les prochains ». Oui, clairement. C'est ce que les gens croient. Je dirais que dans les trois pays, la Russie, l'Iran et la Chine, on trouve à la fois des partisans de la ligne dure et des partisans de la ligne plus souple. La principale différence, selon moi, c'est que les modérés ne sont pas des gens qui pensent qu'il faut se westerniser complètement, mais plutôt ceux qui estiment que peut-être ailleurs, on entrerait d'abord en guerre avec les États-Unis, ce qui nous laisserait plus de temps pour nous préparer. Vous voyez, ce genre d'idée, du type « Oh, attendons un peu, la Russie aura peut-être un conflit avec l'Occident avant nous, et nous aurons ainsi quelques années de plus pour renforcer notre armée. » Je pense que de nombreuses personnes, au sein des gouvernements chinois, russes et iraniens, les factions modérées, réfléchissaient déjà à cette relation triangulaire avant que toutes ces crises ne surviennent, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la guerre pousse déjà les factions modérées en Iran et en Russie à s'affaiblir. Et je m'attends à ce que la même chose se produise très bientôt en Chine, que les Chinois se disent « Oh, c'est notre tour, c'est leur tour, c'est notre tour ». C'est ce que je crois. Et avec la pression croissante exercée contre la Chine, j'imagine que la faction dure aura également davantage son mot à dire dans la sphère chinoise. Je dirais qu'il s'agit d'une tendance à long terme qui va se poursuivre.
I would argue that this is like a long-term thing that is going to happen, and so we can expect more of. On peut donc s'attendre à une coopération plus profonde et plus authentique entre la Chine, la Russie et l'Iran dans de nombreux domaines. J'imagine que les Chinois et les Russes enverront une forme de soutien à l'Iran, un soutien diplomatique, bien sûr, mais peut-être aussi une aide technologique ou quelque chose de ce genre. Peut-être le font-ils déjà, puisque l'on voit que les missiles iraniens fonctionnent très bien. Ils utilisent soit le système satellitaire russe, soit le chinois, je ne sais pas lequel, mais certainement l'un des deux, voire les deux. Je m'attends donc à ce que cela continue, ces trois pays se rapprochant de plus en plus. Et en ce qui concerne plus particulièrement l'engagement de la Chine dans la région, je dirais que cela ouvre clairement un nouveau chapitre à deux égards majeurs. It's definitely opening a new chapter in two major ways. First, like in terms of Tout d'abord, en ce qui concerne la perception chinoise, leur vision de la région, j'ai l'impression que la Chine traverse actuellement une phase où elle essaye vraiment de comprendre ce que font l'Iran et son axe de la résistance dans cette zone. Cela peut sembler un peu fou, car cela dure depuis plus de 10 ans. Mais avant cette période, je dirais que les Chinois savaient plus ou moins qu'il y avait des luttes armées dans la région et que l'Iran nourrissait de forts sentiments anti-américains, sans toutefois saisir à quel point les Iraniens prenaient ces situations au sérieux. Car comme on peut le constater, l'Iran a en quelque sorte attendu jusqu'au dernier moment, au cours des 2 dernières années, dans le conflit entre l'axe de la résistance et Israël. In the struggle between the axis of resistance and Israel. It was the war in Gaza starting first. C'est la guerre à Gaza qui a commencé en premier, puis les Houthis s'y sont joints, le Hezbollah s'y est joint, et l'Iran a été le dernier acteur à entrer en scène. L'Iran au Moyen-Orient, c'est un peu comme la Chine à l'échelle mondiale. C'est, disons, le dernier qu'on pousse à s'impliquer, mais on comprend qu'il le doit. Ainsi, les Chinois ont commencé à... Avant cela, ils pensaient peut-être que cette guerre resterait limitée, qu'elle ne se transformerait pas en un vaste conflit régional. Mais avec l'invasion actuelle de l'Iran par les États-Unis et Israël cette année, et la résistance de l'Iran face à celle-ci, je pense que c'est un moment révélateur qui oblige les Chinois à vraiment comprendre ce qui se passe dans la région. Cela contribue aussi, je dirais, à renforcer l'influence des voix plus favorables à l'Iran au sein du gouvernement chinois sur la politique menée à l'égard de la région. Alors que les voix plus favorables au Golfe ou à Israël pourraient s'affaiblir, c'est un aspect de la manière dont les Chinois envisagent la région. Le deuxième point est qu'en dehors de la perspective chinoise, je pense qu'avec la nouvelle direction en Iran, je m'attends à ce qu'ils parviennent à impliquer les Chinois dans la situation de manière plus habile que le gouvernement précédent. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Comme nous le savons, l'ayatollah Khamenei, comme son prédécesseur, était un penseur relativement modéré comparé à Khomeini et à de nombreux commandants du gouvernement révolutionnaire. Il essayait de trouver une approche équilibrée entre les partisans de la ligne dure et ceux de la ligne plus souple. Et il se soucie vraiment de l'image internationale de l'Iran également. C'est pourquoi il était très opposé au programme nucléaire. Et il faisait preuve de prudence quant à la manière dont des pays amis comme la Chine et la Russie perçoivent l'Iran et ce genre de choses. Ainsi, dans la relation diplomatique entre la Chine et l'Iran, il s'agit d'une diplomatie très courtoise, à l'ancienne, plus élégante d'une certaine manière. Mais j'imagine que lorsque Mojtaba Khamenei est devenu le nouveau guide suprême, nous comprenons qu'il est davantage influencé par les gardiens de la révolution. Et il est probable que l'Iran, après cette guerre, après les dommages que les États-Unis et Israël lui ont causés, adopte une politique plus dure. Le blocage du détroit d'Ormuz en fait partie. Oui, et bloquer le détroit d'Ormuz
tout en envoyant des signaux indiquant que les navires utilisant le yuan chinois seraient autorisés à passer, est en réalité une manière d'impliquer la Chine dans cette affaire. Que les Chinois le veuillent ou non. Bien sûr, il y aura en Chine des personnes plus modérées, des gens qui se sentiront mal à l'aise face à cela. Mais je pense qu'en général, c'est une bonne chose si les Iraniens trouvent des moyens intelligents d'amener la Chine à s'impliquer davantage dans la région. Cela aiderait en fait la Chine à évoluer dans une direction qui soutient la construction d'un monde multipolaire et favorise des structures plus anti-impérialistes à l'échelle mondiale. C'est donc ce que je m'attends à voir se produire. Et oui, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que parfois, vous savez, ces factions radicales dans chaque pays doivent probablement trouver des moyens de s'impliquer mutuellement dans la conversation afin de pouvoir élaborer ensemble une sorte de plan plus large. Je trouve que c'est une analyse très intelligente de votre part. Mais cela montre aussi pourquoi, en particulier les modérés ou les personnes en Chine plus orientées vers le commerce, ont désormais toutes les raisons de dire « soyons prudents, regardons simplement ce qu'ils ont fait ». Ils disent qu'ils veulent utiliser notre monnaie sans notre consentement. Ils le font tout simplement. Je veux dire, soyons prudents. Et les autres sont probablement maintenant du genre « super, allons-y et soutenons cela ». Et ainsi de suite. Mais vous voyez comment ce jeu se déroule à plusieurs niveaux et pas nécessairement avec le consentement de tout le monde. C'était donc une explication très claire de toute la situation. Merci beaucoup, Sheng. Pour les personnes qui souhaitent lire davantage de vos travaux, y a-t-il un endroit précis où elles peuvent aller les consulter? Oui, pour l'article sur la Chine et l'Iran, il va bientôt être publié, peut-être dans 2 mois environ, par le Journal of Asian Perspective. Donc, si tu veux le lire, tu pourras le trouver. J'ai aussi déjà écrit sur la réaction de la Chine à Gaza, dont on a parlé dans la dernière vidéo, je crois. Oui, donc si j'écris quelque chose de similaire à ça, je le mentionnerai la prochaine fois. D'accord, et je verrai si je peux ajouter des liens vers certains de vos travaux dans la description de cette vidéo ci-dessous. Sheng Tan, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Yep.